Bonjour, je m'appelle Anthony Fardet. Je suis chercheur en alimentation préventive durable et holistique, de formation ingénieur agroalimentaire et de l'AgroParisTech et docteur en nutrition humaine de l'Université d'Aix-Marseille. Alors, l'alimentation préventive, c'est chercher des paramètres, des caractéristiques de notre régime alimentaire qui permettent de vivre longtemps et en bonne santé. Car, comme on le verra, on vit de plus en plus longtemps, mais de plus en plus longtemps malade. Durable, eh bien, c'est s'alimenter, mais sans épuiser les ressources de la planète, tout en respectant les traditions culinaires, l'environnement, les petits producteurs, la biodiversité, le bien-être animal, etc. Et holistique, c'est le mot capital. J'y reviendrai, mais pour donner une définition rapide, les synonymes d'holistique, c'est global, systémique, intégré, même si tous ces mots ne veulent pas forcément dire la même chose. C'est avoir une vision globale de l'alimentation. Par exemple, l'alimentation durable, c'est considérer que notre acte de manger influence non seulement la santé, mais aussi de nombreuses autres dimensions. Et une approche holistique de l'aliment, c'est considérer que l'aliment n'est pas seulement une somme de nutriments, mais c'est un tout complexe. Et que finalement, le potentiel santé de l'aliment est plus que la somme du potentiel santé de ces nutriments pris isolément. Donc c'est ça l'approche holistique, c'est considérer la complexité et reconnaître les liens qui unissent les différentes parties d'un système. Donc aujourd'hui, ça fait à peu près 22 ans que je fais de la recherche essentiellement publique à l'interface alimentation-santé humaine. J'ai fait 12 ans de recherche expérimentale sur les produits céréaliers, les pâtes alimentaires. J'ai travaillé notamment sur essayer de comprendre comment le réseau protéique ou gluténique des pâtes alimentaires fonctionnait pour faire des pâtes des sucres lents. Et j'ai modifié ce réseau protéique de diverses manières par des procédés de transformation et j'ai essayé de voir comment la modification de ce réseau modifiait finalement la cinétique de digestion de l'amidon des pâtes alimentaires. Donc j'ai travaillé sur l'effet matrice dans les années 90, c'est-à-dire comment la structure de l'aliment peut impacter la digestion de l'amidon. J'ai travaillé aussi sur les biscuits, j'ai travaillé sur les bouillies de sevrage, sur le pain et les céréales du petit déjeuner. Je me suis aussi intéressé dans les produits céréaliers à des composants qu'on trouve en quantité significative et qui peuvent jouer un rôle potentiel sur la santé, donc les antioxydants, les fibres alimentaires et les lipotropes. Alors les lipotropes, ce sont des molécules qui permettent de prévenir l'engorgement du foie en triglycérides, ce qu'on appelle le foie gras humain ou la stéatose hépatique. Donc par exemple, vous avez la méthionine, le myoinositol, la choline et la bétaïne pour les plus importants. Ensuite, j'ai aussi travaillé sur les produits laitiers et les produits fruitiers, toujours avec le même angle, c'est-à-dire le même fil rouge, c'est-à-dire l'influence de la transformation et de l'effet matrice des produits laitiers et des produits fruitiers sur leur potentiel santé. Alors aujourd'hui, mon sujet de recherche depuis 2014-2015, c'est le lien, la caractérisation systématique et générique du lien entre le degré de transformation des aliments et l'effet sur leur potentiel santé. Avec un focus depuis 2015-2016 sur la caractérisation des aliments ultra transformés. On aura l'occasion d'y revenir dans le détail par la suite. Je travaille également, donc ça c'est l'aspect plutôt durable et holistique, à la définition d'un régime alimentaire générique qui soit protecteur à la fois de la santé humaine, de la biodiversité et du bien-être animal et de l'environnement. À l'approche holistique de l'alimentation, c'est-à-dire à la multidimensionnalité de l'acte de manger, que ce soit au niveau donc, de l'alimentation et des systèmes alimentaires, mais aussi de l'aliment. Alors, on peut faire un petit historique. L'approche holistique donc, est complémentaire
certains diront opposée, à l'approche réductionniste. Donc ce sont les deux termes consacrés. Ce sont deux approches philosophiques des sciences qui sont différentes. L'approche réductionniste domine depuis les débuts de la recherche en nutrition vers 1850. Elle a été systématisée, entre autres, mais par René Descartes dans le discours de la méthode notamment, qui disait que pour étudier un système complexe, comme c'est trop compliqué d'étudier le système dans sa complexité, il faut le décomposer en ses parties constitutives et étudier les parties séparément. Donc jusque-là, tout va bien. Donc c'est ce qu'on a fait avec l'aliment. On a décomposé l'aliment d'abord avec la découverte des protéines et des calories, ensuite des glucides, ensuite des lipides. Il y a eu les vitamines, les minéraux, les fibres alimentaires, les antioxydants. Et aujourd'hui on s'intéresse à des phytonutriments comme les polyphénols, il y a les flavonoïdes, les acides phénoliques, etc. et les caroténoïdes. Et on va peut-être aussi découvrir d'autres propriétés fonctionnelles, d'autres micronutriments inconnus jusqu'alors. Donc on a déroulé le fil d'Ariane, on a décomposé l'aliment, et cette démarche est évidemment nécessaire, très utile et fondamentale. Rappelons quand même que la découverte des vitamines a permis de prévenir les déficiences, notamment, comme le beriberi, le scorbut avec la vitamine C. Et donc cette approche réductionniste a permis de sauver des millions de vies. Donc cette approche est nécessaire. Non, comme on va le voir après, le problème c'est quand on veut revenir en arrière pour réexpliquer le potentiel de santé de l'aliment. Et ben, quand on revient en arrière, on ne peut pas faire la somme de quelques nutriments ou du potentiel santé de quelques nutriments. Par exemple, quand on réduit les agrumes à la vitamine C, les produits laitiers au calcium, les céréales complètes aux fibres et le potentiel santé, par exemple, des produits animaux aux protéines, on voit bien le danger de l'approche réductionniste, c'est-à-dire qu'on a généralisé finalement, on a résumé l'aliment à un nutriment. Donc moi je dis plutôt, en complément, l'approche holistique, c'est plutôt d'essayer de caractériser le système dans sa complexité et d'avoir une approche plus multidimensionnelle. Dans la période après-guerre, où commencent à apparaître de grandes maladies chroniques avec des prévalences qu'on n'avait jamais observées auparavant, et en l'occurrence les maladies cardiovasculaires aux États-Unis, notamment fin des années 50, années 60. Et donc, comme on est toujours dans ce paradigme, cette vision de la réalité réductionniste, on a cherché comme explication des maladies chroniques la cause dans les nutriments de l'aliment. Et on en est venu à accuser les matières grasses, ce qui a fait qu'aux États-Unis, donc, on a lancé la Low Fat Campaign, ou la campagne des produits allégés en gras. Et donc le gouvernement a demandé aux industriels de faire des produits allégés en gras, et ils ont remplacé le gras notamment par des sucres raffinés. Et donc on a surajouté aux maladies cardiovasculaires l'obésité, puisque on peut observer que le début de l'obésité et l'explosion ensuite des prévalences d'obésité aux États-Unis eh bien, coïncide avec cet ajout massif de sucre raffiné en remplacement des matières grasses. Donc là, on est dans une période du réductionnisme où on voit apparaître les grandes recommandations alimentaires par pays. C'est là que ça débute, avec notamment en France le programme national nutrition santé qui va commencer en 2001 et qui est dérivé de cette période. Et donc on voit commencer à apparaître une nouvelle discipline qui est donc l'alimentation ou la nutrition préventive. Ensuite, on rentre dans une troisième période du réductionnisme qui commence dans les années 90, où là, on va mettre l'accent plutôt sur des composés positifs, mais toujours de manière réductionniste, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à des parties spécifiques de l'aliment. Donc ça va être la grande période des aliments fonctionnels, où on va commencer à enrichir des aliments avec des composés supposés protecteurs, comme les margarines enrichies en oméga 3, en phytostérol, il va y avoir les prébiotiques. On va aussi faire des produits allégés avec des édulcorants, etc., etc. Donc le message est plus positif
mais il est toujours dans l'idée qu'on va pouvoir finalement prévenir la maladie chronique en se focalisant sur un ou quelques nutriments. Et évidemment, donc l'erreur fondamentale, puisqu'on voit bien que ça n'a en aucun cas permis d'enrayer l'explosion des prévalences de maladies chroniques dans le monde, notamment surpoids, obésité, diabète de type 2 et stéatose hépatique, et ensuite certains cancers et certaines maladies cardiovasculaires, eh bien, pourquoi ça ne marche pas? C'est-à-dire qu'en fait, on est passé des maladies infectieuses pour lesquelles l'approche réductionniste avait tout son sens, puisque on pouvait identifier un micro-organisme responsable de la maladie. Et on est aussi passé des maladies de déficience, où on pouvait identifier la déficience en une vitamine ou un minéral, et les prévenir avec cette approche réductionniste. Mais quand on a basculé dans les maladies chroniques, dont l'origine est multifactorielle, multidimensionnelle, et résulte souvent d'un environnement complexe qui est à la fois obésogénique ou diabétogénique, l'approche réductionniste ne marche plus. Et on a continué à l'appliquer, et c'est une des raisons principales pour laquelle la prévention, l'alimentation préventive réductionniste n'a pas permis d'enrayer les maladies chroniques dans le monde, quelles que soient les recommandations par pays. Alors, l'approche holistique qui considère que le tout est en quelque sorte supérieur à la somme des parties, c'est-à-dire que 1 plus 1 est plus que 2. Pourquoi 1 plus 1 est plus que 2? Bien parce que entre 1 et 1, vous avez un lien, une interaction, et cette interaction participe de la santé. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le 1 et le 1 qui jouent un rôle sur la santé, mais beaucoup plus le lien qui les unit. Et donc comme il y a un lien, il y a une synergie qui fait que 1 plus 1 est supérieur à 2. Et donc, appliqué à l'aliment, ça veut dire que l'aliment dans son ensemble est plus que la somme de ses nutriments, et donc il faut s'intéresser à la matrice de l'aliment et à l'effet matrice. Et donc la matrice de l'aliment, c'est quoi? C'est l'architecture, la structure tridimensionnelle de l'aliment. Donc c'est très important parce que ça veut dire que deux aliments qui ont la même composition, mais qui n'ont pas la même matrice, ne vont pas forcément avoir le même effet d'abord métabolique, la même digestion, même effet métabolique et physiologique, et à long terme peut-être santé. Donc ça veut dire qu'il ne revient pas au même de consommer par exemple une amande entière, ou cette même amande broyée très finement. L'amande broyée très finement a exactement la même composition que l'amande entière, mais elle n'a pas du tout la même matrice. On peut décliner l'exercice pour tous les aliments. Donc cette matrice est essentielle et participe d'une vision beaucoup plus holistique de l'aliment, parce qu'elle joue des rôles fondamentaux sur les cinétiques de libération des nutriments dans l'organisme, donc les cinétiques de digestion, de métabolisation, donc ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire la fraction du nutriment présent dans l'aliment qui va réellement exercer un effet métabolique. Elle va jouer un rôle sur la satiété, parce qu'une matrice solide, par exemple une amande entière, demande plus de mastication, ou même un fruit entier, ou tout autre aliment entier, qu'un aliment semi-solide, visqueux ou liquide. Et donc on sait qu'il y a un lien entre le degré de mastication et la satiété. Donc on voit bien qu'on parle du lien. Et si vous voulez, ce lien est fondamental et fait partie donc, de mes hypothèses de recherche. Mais les résultats aujourd'hui obtenus, notamment sur les aliments ultra-transformés, qui sont justement des aliments fractionnés recombinés, tendent à confirmer cette hypothèse. C'est-à-dire que les maladies chroniques, et j'y reviendrai, ont beaucoup plus à voir avec la dégradation des matrices alimentaires et des liens qui unissent les nutriments qu'avec les nutriments eux-mêmes, c'est-à-dire les protéines, le sucre, le sel, le gras, etc. Je terminerai cette première partie en rappelant mes hypothèses de recherche, qui sont que les maladies chroniques ont plus à voir avec la détérioration des matrices alimentaires ou leur artificialisation, qu'avec leur composition. Et l'autre question qui me paraît essentielle, à laquelle moi et d'autres essayons de répondre, le problème, c'est pas la transformation des aliments, parce que comme on va le voir dans la question suivante, on a toujours transformé les aliments. La question de fond, c'est plutôt quel degré de transformation de l'aliment est-il acceptable pour la santé. Et une autre hypothèse que je formule, c'est qu'aucun aliment fourni par la nature n'est bon ni mauvais en soi, que ce soit même les produits céréaliers ou les produits laitiers, mais c'est plutôt l'intervention de l'homme qui peut les rendre bénéfiques ou délétères pour la santé. Et l'homme intervient à deux niveaux.
la transformation d'aliments et la quantité ingérée.